Pendant qu'Alain Séry s'installe, je suis en train de faire une réflexion qui me vient à l'esprit, c'est que vous avez en anesthésie ce que j'appelle le syndrome du supermarché. C'est-à-dire, quand j'étais petit, ma mère me disait va acheter des yaourts, c'était facile. Maintenant, c'est plus facile. Et c'est pareil, maintenant que j'ai fait moi une anesthésie, c'est plus facile. J'avais commencé mon introduction quand il y avait pas de flax. Ça a bien changé. Et on en parlera tout à l'heure dans le début, parce qu'il y a une chose dont vous n'avez pas parlé aussi, ça va être la gestion. Vers la fondation de la vie des autres, c'est la gestion aussi financière. Et notamment dans les trucs monitorés aussi, c'est tous les cathéters à domicile, tout ça, on n'aurait plus besoin de plus qu'une journée pour parler de tout ça. En tout cas, merci beaucoup. Alain Séry, donc, qui est responsable du service de médecine de la douleur à l'hôpital Paris-Boissière. Il arrive après tout le monde, j'allais dire, il y en a un qui a supprimé la douleur préopératoire, qui a montré comment la gérer, qui aide à la douleur à domicile post-opératoire, mais malheureusement il reste quelques douleurs de neuropathie chronique auxquelles on est confronté et qui là posent des problèmes souvent difficiles. Je crois qu'il s'est beaucoup intéressé, donc on va l'écouter sur ce sujet, puis après on fera un petit débat d'une dizaine de minutes, je crois qu'on aura le temps sur la douleur. Merci beaucoup, merci Monsieur le Président, merci Richard, merci Philippe Marc, merci à la Fondation de l'Avenir. Messieurs, mesdames, messieurs les académiciens, je suis très heureux d'être aujourd'hui devant vous pour vous parler des douleurs neuropathiques post-opératoires, ce qu'on appelle les douleurs chroniques post-opératoires, car elles peuvent durer jusqu'à la fin de la vie. Alors de quoi parle-t-on? La définition de la douleur neuropathique s'est modifiée au fil du temps. En effet, on a ici une définition classique qui était en 1994, et on a fait une nouvelle définition. Une douleur neuropathique n'est pas forcément liée à une compression, une section d'un nerf, d'une fibre nerveuse, mais ça peut être un dysfonctionnement d'une structure nerveuse. Ça, c'est d'une façon générale. Mais qu'en est-il de la douleur chronique post-opératoire? C'est une douleur qui apparaît après la chirurgie, qui n'a pas de lien avec une complication, et qui va altérer considérablement l'évaluation de la qualité pour le patient. Le patient va se dire, il s'est passé quelque chose, on m'a caché quelque chose, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Elle persiste au-delà de 2 mois et elle est sans lien avec la douleur pré-opératoire. C'est une autre douleur que le patient n'avait pas avant l'intervention. Alors cette enquête, d'une façon, sur les centres et les structures de la douleur en France, 252 structures de la douleur recensées par les ARS, montre que finalement la douleur neuropathique, c'est plus de 50% du recrutement de ces centres. Alors je dirais qu'il y a un biais de recrutement parce qu'évidemment, ce sont ceux pour lesquels tous les traitements ont été un échec. Et on a donc les patients qui sont en échec. Et moi, je suis toujours un peu méfiant de ces statistiques et je dirais que dans mon expérience personnelle, nous voyons près de 6000 patients par an, bien c'est l'inverse. On a 30% de douleurs post-opératoires qui sont liées aux interventions et seulement 25% sur les problèmes ostéo-articulaires. Alors, qu'en est-il des localisations et des chirurgies? On voit ici, sur la chirurgie du sein, la thoracotomie, 31% de douleur. En rouge, c'est pendant les 3 mois, et en blanc, c'est pendant les 6 mois. Ce qui est un peu étonnant, c'est que, aussi bien pour la chirurgie du sein et la thoracotomie, eh bien, les douleurs post-opératoires à 6 mois ne persistent pas avec une grande importance. Par contre, pour de petits volumes de patients, pour la prothèse du genou ou pour la saphénectomie, eh bien, les douleurs chroniques persistent pendant des années. L'intérêt, en population générale, de cette étude norvégienne, c'est simplement 2 chiffres, 18% de cette population opérée, 2000 opérés sur 12 000, c'est la seule étude de ce type-là qui a été réalisée à ma connaissance, eh bien c'est 50% de douleur neuropathique. Autrement dit, c'est extrêmement important. Mais ce qui est plus important, c'est finalement le dysfonctionnement de notre système. Cette douleur est mésestimée, elle est sous-estimée, elle est méconnue. En effet, la douleur qui va évoluer pendant des années, c'est au bout de 3 ans que va être porté de façon moyenne le diagnostic de douleur neuropathique. L'intensité est élevée et surtout il y a un retentissement émotionnel sur les qualités de vie comme ça a été dit par les orateurs précédents et ça va altérer considérablement tous les paramètres des échelles de qualité de vie et ça veut dire qu'il y a un impact financier car ces patients pour la plupart sont en situation de productivité. Et curieusement, c'est plutôt le présentéisme que l'absentéisme qui va coûter cher à la société. Alors, problème de société. En effet, il y a 9,4 millions d'interventions par an, il y a 5% de douleurs neuropathiques considérées comme sévères, ça veut dire qu'il y a en France 10 800 douleurs neuropathiques sévères, patients qui ont des douleurs sévères. Alors, problème de société, pourquoi? Diagnostic tardif, comorbidité, dépression, anxiété, le coût à la fois donc, de frais médicaux, de consommation de prise en charge et de consommation thérapeutique. Et on peut voir que cette étude nord-américaine qui est en bas, c'est 40 000 $ par an et par patient. Et la douleur du traitement, et au bout du compte, quand on n'y arrive pas, eh bien, il y a toujours un prescripteur qui va proposer des opiacés dont on a parlé tout à l'heure, ce qui évidemment n'est pas la solution.
Alors la physiopathologie. Physiopathologie, il y a une souple inflammatoire, il y a une incision, il y a donc une hyperalgésie primaire avec une extravasation de cette souple inflammatoire et une sollicitation sur les récepteurs, donc les récepteurs douloureux, sur les terminaisons libres des petites fibres myéliniques et non myélinisées à delta et C. Ça, c'est l'hyperalgésie primaire, ça se passe en tissu sain, en tissu lésé, pardon. Mais il va y avoir une incrimination des tissus lésés par des vagues donc de substances qui vont aller solliciter les autres terminaisons libres, et ça, c'est l'hyperalgésie secondaire. Est-ce que c'est très important? Oui, c'est très important parce que ça, c'est un mécanisme périphérique qui va induire des sollicitations et des baisses des seuils de sensation et des perceptions au niveau central, c'est-à-dire au niveau de la corde postérieure de l'homole épinière. Une douleur aiguë, inflammation, sensibilisation, et un mécanisme qui s'emballe alors que la douleur aiguë n'existe peut-être plus, et dans la plupart du temps, elle n'existe plus. En effet, il y a un système qui se met en marche. Voilà une stimulation avec une réponse normale, une hyperalgésie post-opératoire. Mais là, l'emballement va se faire, et pour une stimulation qui n'est pas forcément douloureuse, il y aura un phénomène d'emballement avec donc une hyperalgésie extrêmement importante et qui va persister dans le temps. Deuxième élément qui me paraît important à considérer, pour expliquer comment peut-on avoir mal dans un organe qui manque, comment est-ce qu'on peut avoir mal dans un organe fantôme, comment est-ce qu'on peut avoir mal dans un membre fantôme ou dans une avulsion plexique avec une avulsion sensitivo-motrice complète. Et bien là, on a les fibres du tact et du toucher qui arrivent sur le neurone convergent parce que convergent vers lui plusieurs informations. Mais si on coupe ces informations, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il n'y a plus l'effet inhibiteur du tact. Le tact, c'est quoi? C'est finalement l'enfant qui se brûle et qui se frotte avec la main. Il va activer le tact, les fibres de gros calibre, pour fermer la porte à la douleur. C'est la théorie de la quête contrôle de Patrick Hall et Ronald Melzack. Et dans les avulsions plexiques ou les amputations, il n'y a plus ça. Alors, on a l'homoculus de Penfield, le schéma corporel, la représentation de l'ensemble des organes du corps. On a longtemps parlé des membres fantômes. La plupart des patients amputés ont la sensation du fantôme. Mais c'est 1 sur 2 qui ont des douleurs dans le fantôme. Et il en est de même pour les autres organes. Et on est passé complètement à côté. Pour les langues, pour les seins, les organes génitaux, pour l'estomac, le rectum. Pour le rectum fantôme, c'est 15% de rectum fantôme. Pour le sein fantôme, c'est près de 30% de femmes chez qui on a fait une mastectomie, on a retiré le sein, elles ont la sensation du sein qui manque, elles n'ont pas forcément mal, mais 30% ont mal dans le sein qui manque. On ne va pas leur poser la question, elles ne viennent pas nous le dire, car la plupart du temps, si elles nous le disent, on lui dit « Chère madame, j'ai un bon confrère, il est psychiatre, il va vous prendre en charge. » Alors, dans ce genre de topo, on prend toujours les publications les plus récentes. J'ai pris les publications les plus anciennes, volontairement, 93, 81, pour dire finalement nous sommes passés à côté. C'était déjà décrit, comme ça a été dit, pour les anesthésies locaux-régionales où tout était dit dans des livres anciens. Eh bien, c'est en parlant clinique. Voici un cas clinique, un très beau cas clinique. Malheureusement, beau n'est pas le terme. C'est un patient qui est en surcharge pondérale, qui a du cholestérol, de l'hypertension, du diabète, et il a une artérie devant inférieure, implantable chirurgicalement, on l'ampute au tiers supérieur de jambe. Il met sa prothèse, il marche. Puis il va voir son médecin en disant « Docteur, j'ai un problème. J'ai une douleur à l'arrière de la cuisse qui part dans le mollet quand je pousse, quand je fais un effort qui va sous le pied. » Long radiculaire GS1. Le médecin l'examine, retire sa prothèse, signe de la sexe, signe de la sonnette, cliniquement des signes de conflit disco-radiculaire. On fait une IRM, on trouve une hernie discale, on l'opère, on enlève cette hernie discale, et bien il retrouve une marche normale, il n'a plus de douleur dans le membre qui n'existait pas. C'est pareil pour la deuxième publication de 1981, pour une amputation au tiers supérieur du fémur pour une artérite oblitérante. Alors, finalement, ce qui serait intéressant, c'est de connaître, de dépister, d'identifier les facteurs de risque. Dans quel cas? Comme ça a été dit, il y a l'expérience du chirurgien. On voit cette différence. Pour un chirurgien qui a l'expérience, c'est un chirurgien qui en a moins. On voit l'expérience de la structure, avec des structures de haut débit et des structures de bas débit. Et puis évidemment, il y a les techniques chirurgicales. Mais ça serait illusoire de concevoir, et ça ne serait pas vrai, que toute douleur neuropathique, eh bien, nécessairement, est réalisée par une section ou une compression d'une structure nerveuse. C'est pour ça qu'on a changé la définition en 2004. En effet, vous voyez ici plusieurs groupes de patients, et on voit des patients qui ont eu des sensations normales, qui n'ont pas d'hyperesthésie, qui n'ont pas d'hyperalgésie et qui n'ont pas de douleur. Et puis on voit d'autres publications avec justement une douleur neuropathique. La conclusion de tout ça, c'est que nous sommes tous très différents, et la majorité des lésions sont silencieuses et ne sont pas vectrices de douleurs neuropathiques. Alors,
est-ce qu'il y a des éléments prédictifs? Bien oui, l'hyperalgésie, elle est commune à tous, quasiment, et on le voit ici. Finalement, le discriminant, c'est les troubles objectifs de la sensibilité, c'est-à-dire cette diminution qui est entraînée très probablement par une lésion, mais peu importe l'importance de la lésion. Est-ce qu'il y en a d'autres éléments prédictifs? Eh bien, ça, c'est le modèle de prélèvement de crête, et on voit donc l'intensité. L'intensité, si elle est forte en post-opératoire, c'est un élément négatif. Et on voit le DN4. Le DN4, qui est un score donc, de dépistage, un outil diagnostique dont je parlerai un peu plus tard, et qui permet d'identifier eh bien, les patients qui ont une douleur neuropathique quand on ne sait pas, et qui est également un élément prédictif, car elle prend en compte l'allodynie, qui est un signe d'hyperalgésie, mais également l'hypoesthésie et ce que va nous dire le patient. Alors, est-ce qu'on peut en établir des recommandations? J'ai pris cet exemple, rapidement, ça a été dit tout à l'heure, dans la chirurgie inguinale. Eh bien, il faut préserver et identifier les nerfs. Et là, ça a été dit tout à l'heure, on a une probabilité à 1%. Plus le nombre de nerfs n'est pas identifié, et plus grande est cette probabilité d'avoir des douleurs neuropathiques. Mais ce qui est plus surprenant, c'est en cas de lésion nerveuse, et c'est ce travail, cette méta-analyse. En effet, si on a une lésion nerveuse avérée et qu'on le voit, est-ce qu'il faut préserver le nerf ou est-ce qu'il faut faire une résection du nerf lésé? Eh bien, cette étude montre qu'il vaut mieux réséquer, faire une nérectomie, plutôt que de préserver le nerf qui a été lésé. Car cela induit plus de douleurs chroniques à 6 mois. Quels sont les facteurs de risque? La vulnérabilité psychologique, ça a été dit. La douleur et la cognition, ça a été dit aussi. Évidemment, la cognition du patient préopératoire est extrêmement importante. Mais c'est également l'intensité de la douleur en post-opératoire immédiate et le temps passé en douleur sévère. C'est important. Comment prévenir? Une étude très curieuse où on peut s'interroger. C'est une thoracotomie avec une hyperalgésie précoce. Et on a 2 groupes de patients. Un groupe qui a reçu des fortes doses de remifentanil et une anesthésie péridurale post-opératoire, et un autre qui a reçu de faibles doses de remifentanil et une anesthésie péridurale préopératoire. On peut voir que les plus douloureux à 6 mois qui ont des douleurs neuropathiques, c'est le groupe qui a reçu de fortes doses, alors que le groupe qui a reçu de faibles doses a des douleurs neuropathiques statistiquement significatives de bien moins grande intensité et en grand nombre. Alors, ça a été dit, donc je vais faire rapidement, simplement pour souligner que s'il fallait prévenir, voilà la kétamine, la prégabaline, la lidocaïne et les blocs, voilà en douleur aiguë, c'est tout ce qui est clair, et en douleur chronique post-opératoire à 3 et à 6 mois, c'est ça. Ça veut dire qu'il y a 8 études, il y en a 70, 4700 patients, 516, etc. etc. Donc c'est très difficile. Premièrement, les études sont peu nombreuses, l'effectif cumulé est faible, et surtout il y a des biais méthodologiques, car sont intégrés dans cette étude une hétérogénéité très forte, parce qu'on ne fait pas la distinction entre la gêne et la douleur, entre l'hypoesthésie, l'allodynie et la brûlure, le fourmillement et les charges électriques et le picotement. Alors, la kétamine, on en a parlé. Effectivement, on voit ici se dégager très bien, eh bien, la kétamine, si elle est réalisée en péropératoire et pendant les 24 heures post-opératoires, effectivement, il y a un indice, comme ça a été dit, à 6 mois. Mais pour qui? On ne va pas le faire pour tout le monde. Pour qui? C'est les risques liés aux patients, ceux qui sont dépendants des douleurs chroniques, et c'est lié à la chirurgie plus pourvoyeuse de douleur qu'un autre type de chirurgie. Je vais très vite, l'anti-hyperalgésie, avec donc les gabapentinoïdes, donc les bloqueurs du canaux calcique des sous-unités alpha D2, eh bien la kétamine effet modéré, et puis pour la gabapentine et la prégabaline, ce n'est pas détectable, alors qu'il y a plus donc d'effets indésirables, donc un meilleur profil bénéfice-risque pour la kétamine. Dépister finalement, ça serait ça l'intérêt. En post-opératoire, dépister immédiatement ceux qui vont développer des douleurs chroniques à 6 mois, voire pendant des années. Cet outil DN4, sous la conduite de Didier Bouassira, nous étions une dizaine à le fabriquer en 2004, et on a tenu compte de ce que disaient les patients qui étaient opérés à 6 mois de l'intervention. Ils décrivaient leur douleur avec cette terminologie, décharge électrique, picotement, etc. Et on a fait une étude sur les signes négatifs d'hypoesthésie et les signes positifs d'allodynie. Et on a trouvé finalement que ce questionnaire reflétait bien, on l'a publié, il est maintenant traduit en 24 langues. Eh bien, ce questionnaire permet en moins d'une minute de dépister par 10 questions, il s'appelle DN4, douleur neuropathique 4, 4 oui sur 10 questions. Les 2 premières, l'interrogatoire du patient, c'est très facile, et l'examen du patient, c'est le doigt et un trombone, et on sait de quoi on parle. Alors, la prise en charge. La prise en charge des douleurs neuropathiques,
ce sont principalement les antidépresseurs, les anti-épileptiques et la lidocaïne et les opiacés. J'en parlerai très peu parce que ça n'est pas la solution. Mais il y a de nouvelles techniques avec des patchs à la capsaïcine à 8% qui peuvent être très intéressantes. Voilà une diapositive illisible, simplement c'est l'analyse de 1427 publications qui ont été réalisées par la Société française d'études de traitement de la douleur. Et donc, pour les douleurs neuropathiques, les antidépresseurs les plus significatifs, ce sont les anciens, la mitriptyline et l'imipramine. Il y a également les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline, les inhibiteurs mixtes. Du côté des anti-épileptiques, eh bien, on en a parlé. Quant à la morphine, nous avons été obligés de mettre dans ces recommandations les opiacés. Pourquoi? Parce que dans la littérature nord-américaine, il y avait de nombreuses publications, on ne pouvait pas passer à côté. Mais on l'a mis en deuxième intention, et lorsque tout a été mis en échec, y compris les méthodes non pharmacologiques dont je n'aurai pas le temps de parler, qui sont les techniques de relaxation, de sophrologie, d'hypnose médicale, en opéra lariboisière, en chirurgie éveillée, on fait de la neurochirurgie éveillée sous hypnose. Alors, je parlerai de deux techniques qui sont des techniques transcutanées, la lidocaïne patch, avec des analgésies donc, de 24 heures après une application de 12 heures, ça peut être efficace dans un premier temps, mais surtout la capsaïcine de Quittenza, qui est finalement qui vient du paprika. Vous vous souvenez sûrement du Dolpic que les sportifs se mettaient sur les mollets avant de courir et s'entraîner, les cyclistes, et l'ensemble des sportifs, les voleurs, eh bien ils se mettaient du Dolpic, c'était la capsaïcine à 0,03%. Là on est à 8%. Autrement dit, c'est de la forte concentration. Quel est l'effet de la capsaïcine? Vous voyez ici, là c'est le derme, toutes ces petites vésicules et ces terminaisons libres des fibres delta et C, avec toutes ces vésicules qui contiennent les agents qui vont être responsables de la douleur. Après 45 minutes à 1 heure d'application en hôpital de jour, on a une dégranulation, une désensibilisation de toutes ces granulations. Il n'y a plus de substance algique en sous-cutanée et pour qu'elle se reconstitue, il faut 3 mois. Autrement dit, on fait une application tous les 3 mois en hôpital de jour. Ça n'est pas la panacée, ça marche dans 50% des patients et c'est 50% de douleurs en moins. Voilà quelques douleurs de post-rachotomie, des douleurs pour une autre pathologie. Et on voit donc que ces techniques sont intéressantes et elles ont transformé la situation, c'est vrai, car chez les patients âgés polymédicalisés, eh bien, il n'y a pas à donner d'anti-inflammatoires, il n'y a pas à donner d'antiépileptiques et d'antidépresseurs, mais plutôt ce type de traitement. Et puis il y a toutes les méthodes non pharmacologiques dont je n'ai pas le temps de parler là, mais qui sont aussi particulièrement intéressantes. Ceci pour dire, et je terminerai sur cette diapositive, c'est que c'est la partie émergée de la douleur neuropathique, post-opératoire, chronique, mais il y a la partie qui est immergée. Et c'est toute cette prise en charge sur tous les paramètres de la qualité de vie, cet aspect dépressif, l'absence d'espoir, le fait d'être rejeté par les communautés médicales en passant de médecin en médecin sans comprendre exactement et sans avoir d'explication, c'est ce qui se passe actuellement. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Je propose qu'on discute un bon quart d'heure sur la douleur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut la douleur à la fois opératoire, les réflexions? Monsieur Caton, oui. Merci pour tous ces exposés tout à fait intéressants. Moi, je suis chirurgien orthopédiste, on a beaucoup parlé d'orthopédie, et j'avais quelques questions à poser, mais avec l'orateur Marcel, et je pense que Laurent Delaunay pourra répondre à ces questions. Ce qui a transformé les choses aujourd'hui, notamment en ce qui concerne la RAC et la chirurgie ambulatoire, il semble que c'est quand même les corticoïdes préopératoires, péropératoires, je veux dire. Et puis d'autre part, avant on faisait beaucoup de blocs, on faisait beaucoup d'infiltrations. Et aujourd'hui on fait essentiellement des infiltrations. Il y a des sujets, il y a des blocs où il y a 60% de chirurgie ambulatoire. Dans les portails du genou, dans les portails de hanche, ils n'ont plus de blocs. Ils ont de la cortisone avant et pendant l'intervention chirurgicale. Alors je voulais savoir quel était votre sentiment, parce que j'avais à Annecy, vous faites beaucoup de chirurgie ambulatoire, et j'avais l'impression que votre prédécesseur était un petit peu réservé sur cette pratique. Non, je crois que l'élément principal dans la récupération rapide, c'est tout, c'est l'ensemble que l'on va mettre, c'est tout ce qu'on va mettre en place. Donc on ne peut pas rattacher la RAC à simplement une technique.
Et c'est pour ça que c'était intéressant la présentation d'Axel. Et d'ailleurs, moi, quand je fais des présentations sur la RAC, j'ai le fil qui vous a passé, et à côté, je mets le fil d'une patiente chez nous. Je dis, bah voilà, ces deux équipes avec deux techniques d'analgésie différentes font la récupération rapide et font sortir le patient le jour même. Donc, ce qui est vraiment important, donc effectivement, la corticoïde, il y a une littérature, et c'est un élément important. L'éducation thérapeutique avant est un élément fondamental aussi de cette prise en charge. Après, les techniques, est-ce que c'est une voie antérieure plutôt qu'une voie latérale pour la chirurgie de hanche? Il y a des gens qui font, effectivement, la voie antérieure semble donner des meilleurs résultats, mais il y a des gens qui font de l'ambulatoire avec des voies latérales mini-invasives qui adaptent leur pratique. Donc, je pense que c'est, première chose, c'est que c'est vraiment l'ensemble de la prise en charge qu'il faut regarder, avec des éléments qui ont un poids plus ou moins important. La technique d'analgésie, elle joue un rôle, mais l'idée principale, c'est l'effet, le multimodal, utiliser les anesthésiques locaux et de réduire au maximum les besoins en morphine. J'ai dit réduire au maximum, encore une fois, je redis, pas supprimer, parce que j'ai vu encore certains cas, on disait, on fait opioïde free, comme disent les Américains, je préfère épargne morphinique, c'est beaucoup plus pertinent, on aura toujours besoin de patients qui ont besoin d'opioïdes. Mais voilà, mais on peut faire de la RAC avec un bloc fémoral, il vous l'a montré. Nous, on fait des infiltrations avec Thierry de Polignac, ou avec Jérôme Lumineau, c'est pareil. Voilà, il nous fait sortir le jour même. Peu importe, en tout cas, il y a eu une réflexion d'équipe, une prise en charge globale, avec tous les éléments que je vous ai évoqués. Bien, monsieur Chapuis. Oui, j'ai un peu scrupule à prendre la parole après des exposés d'une telle densité, je dirais même parfois d'une certaine complexité, pour des chirurgiens en particulier. Mais je voudrais quand même signaler, faire mention d'une expérience personnelle et récente que j'ai vécue et qui est liée au fait de la poursuite justement de la prévention de la douleur. Et en l'occurrence, il s'agissait d'une prothèse, d'une intervention pour prothèse d'épaule gauche, et qui a fait l'objet, bien sûr, d'une anesthésie générale, mais d'une anesthésie loco-régionale, d'une insensibilisation plexique préopératoire. Or, et malheureusement, ce geste, et c'est pourquoi je voulais mentionner cette complication avec une question, est-ce qu'elle est observée souvent? Il y a eu effraction de la plèvre qui n'est pas passée aperçue, qui n'a pas été perçue au moment de la provocation de cette lésion pleurale, et ça s'est traduit par un pneumothorax et une atelectasie pulmonaire décelée au 3e jour, qui a nécessité une hospitalisation d'urgence en pneumologie, avec perspective de drainage, etc., etc. Autrement dit, pour une simple prothèse d'épaule qui aurait pu être réalisée sous anesthésie générale, le désir d'avoir voulu faire un blocage plexique local pour atténuer la douleur a eu pour conséquence une complication pleuro-pulmonaire grave qui de plus est quand même n'a pas été diagnostiquée rapidement. Et ça, je tenais quand même à le mentionner dans le cadre justement de ce qui vient d'être dit d'une façon aussi intéressante pour nous. Il n'y a pas, je ne sais pas si vous voulez répondre, je crois qu'il y a le problème d'explication. Les techniques, quelles qu'elles soient, d'analgésie ou de chirurgie, peuvent se compliquer. On a beaucoup progressé. Je vous ai montré l'appareil, je vous ai montré l'échographie, qui nous permettent de pouvoir mieux localiser nos nerfs, qui nous permettent de visualiser la plèvre et qui permettent de réduire de façon très significative les complications. On a tous progressé. Je vous rappelle quand même que le premier pourvoyeur de lésions neurologiques, ça reste quand même la chirurgie. Donc on peut se poser la question, effectivement, pour des chirurgies fonctionnelles. Donc je crois qu'on a des techniques qui peuvent se compliquer, quelles qu'elles soient. Il faut les connaître, il faut faire en sorte que ce risque soit le plus faible possible. Je crois que nous, comme vous, on fait très attention à ça. Je crois que ce qu'on pourrait rajouter à ce débat, ce qui me paraît fondamental, c'est cette notion de... Je sais bien qu'on n'a pas toujours le temps, mais de staff préopératoire sur la discussion des modalités anesthésiées, à la fois avant de venir à l'hôpital, de gestion de la douleur,
Le geste opératoire est peut-être là, en plus, avec la relation chirurgien-anesthésiste, parce que, vous connaissez vos chirurgiens, vous le connaissez moins bien, et on sait qu'il y a des chirurgiens, on l'a dit très bien tout à l'heure, qui font plus mal que d'autres, parce que c'est pas toujours. La voix d'abord. Et là, il y a besoin d'une véritable collaboration qui n'est pas facile à élaborer pour des problèmes que vous connaissez bien, et sur lesquels je me suis déjà étendu dans l'écriture, que c'est souvent, il y a un anesthésiste qui voit le malade en consultation, il y en a un autre qui va éventuellement faire. Et donc c'est des vrais sujets que je trouve qui sont très fédérateurs pour des académies comme les nôtres, parce qu'il y a vraiment besoin d'une espèce d'uniformité qui est pas si facile. Qui est facile, le Yaka c'est très facile, et je trouve, si vous voulez, que le problème de la technicité, des nombreuses technicités qu'on posait pour répondre à notre chapitre, c'est d'élaborer quels sont les risques, les inconvénients, les avantages, en y intégrant en plus, si vous voulez, toute la gestion du bloc opératoire concernant, puisqu'on va avoir un budget global dans le bloc opératoire concernant si on a besoin de contrôler la nociception péropératoire, si on a besoin d'avoir un contrôle du flux cardiaque, du débit cardiaque, etc. Donc tout ça nécessite des collaborations, et je crois que ça sera même l'objet peut-être tout à l'heure de comment améliorer la sécurité globale au bloc opératoire, parce que c'est vraiment ça le débat. Vous avez des outils qui sont fabuleux, nous on change complètement de technique, mais il y a vraiment besoin d'une discussion préopératoire sur qui fait quoi quand. Et qu'est-ce que vous décidez? Alors, je ne sais pas comment c'est à Annecy, je ne sais pas comment c'est à Marseille, mais il y a un vrai besoin préopératoire de dire quel est le geste que va faire le chirurgien, comment il opère, est-ce que c'est un interne? Je vais presque jusqu'à dire, est-ce que c'est un interne qui l'opère? Parce que quand on me dit qu'une rachis-anesthésie va durer 1h30, si c'est un interne qui dure 1h45, le malade va bouger sur la table et on une rachis. Je m'excuse, mais c'est des vraies questions quotidiennes. Je crois que, pour revenir à ce qu'on parlait précédemment, il y a quelque chose qui permet de remettre tout le monde autour de la table, c'est justement la RAC. Et l'élément, la première étape de la RAC, c'est vraiment remettre tous les intervenants autour de la table, chirurgien, anesthésiste, personnel infirmier, administration, pour voir quels moyens on va mettre en place. Et là, ça permet de rejoindre ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'il y a une véritable approche collective, globale, déjà au niveau d'un groupe de patients, puis après qui peut effectivement s'affiner sur des patients de façon plus spécifique. Et la RAC, ça a vraiment en tout cas été chez nous une expérience qui nous a permis de faire ce que vous avez. Si la RAC permet enfin de plus avoir un débat sur la relation anesthésie-chirurgien qui existe depuis des années, c'est formidable. Une question. Dans le cadre de la chirurgie ambulatoire, du développement de l'ambulatoire et de la procédure multimodale, quelle est la proportion de cas où tu procèdes à des installations de cathéters de prolongation de l'analgésie sur une durée plus ou moins longue en fonction effectivement des typologies de chirurgie qu'on fait? Alors, nous, on a regardé un peu intervention par intervention à qui on allait mettre des cathéters. Donc actuellement, jusqu'à il y a un passé proche, oui, on mettait des cathéters sur toutes les prothèses de genoux. On en mettait sur les épaules, les coiffes et sur les arthroplasties. Avec le développement de la RAC au membre inférieur, pour l'instant, il y a un chirurgien, on ne fait que des infiltrations, et il y en a un autre qui n'est pas encore rentré tout à fait dans une procédure RAC. On a arrêté le cathéter fémoral, on fait qu'une injection unique. Et sur les épaules, sur les coiffes et les arthroplasties, pour l'instant, on continue à mettre des cathéters parce qu'on n'a pas trouvé d'autres solutions. Et d'ailleurs, on a beaucoup de mal à les faire sortir rapidement. Et donc, c'est pour ça qu'on est rentré dans le PHRC, là, que coordonne Axel là-dessus, pour arriver à effectivement sortir et faire sortir un certain nombre de patients avec des cathéters en domicile. Quel est le pourcentage de gens qui sortent avec des cathéters? Actuellement, chez nous, 0. Voilà. Actuellement, mais il y a des équipes, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont réussi à mettre ça en place. C'est pas si facile que ça en a l'air. Et c'est pour ça que c'était intéressant de rentrer. Et maintenant, il y a des nouvelles pompes qu'on peut interroger à distance, on peut même reparamétrer. Et elles ont des petites cartes SIM à l'intérieur. Et donc, le projet de recherche qui est en cours avec l'équipe de Marseille utilise ce système de pompe. Voilà. Mais c'est pas ça. En urologie, il y a deux types de douleurs neurologiques post-opératoires qui sont extrêmement difficiles à comprendre sur le plan de la pathogénie. La pathogénie de ces douleurs, c'est vraiment quelque chose. Alors j'avais remarqué une chose, pour si les douleurs elles viennent chroniques, et puis quand on fait des prélèvements de spermatozoïdes chez les patients azoospermiques excrétoires, ceux qui ont mal en post-opératoire, c'est ceux chez qui les méthodes de procréation médicalement assistée n'ont pas réussi. Ceux qui font un enfant n'ont pas mal, et ceux
qui n'ont pas eu d'enfants après le prélèvement sont extrêmement douloureux des testicules. Pour la douleur pelvienne chronique, alors c'est effrayant, c'est un coût social terrible. Une grande partie de ces patients sont en arrêt de travail, et probablement qu'en gynécologie c'est la même chose. On va parler sur le psychisme des femmes qui est encore plus compliqué que celui des hommes. Non, je me tourne vers Alain, parce qu'en plus aujourd'hui je crois qu'il n'y a qu'une femme. S'il y en a une, celui que je connais bien. Non, mais les douleurs, effectivement, pelvipérinéales, c'est un sujet extrêmement compliqué parce que, donner la parole 2 minutes à Alain, c'est la tête et les jambes, c'est vraiment un problème. Oui, c'est très compliqué. C'est toutes les névralgies pudendales, toutes les névralgies de ce type-là qui sont extrêmement compliquées, pour lesquelles on a beau faire tous les potentiels évoqués, somesthésiques, les électromyogrammes, les blocs du nérobturateur au canal d'Alcock, etc. On en vient parfois à poser des stimulateurs modulaires de la colonne postérieure de la moelle épinière sur la colonne. Bon, c'est vraiment très compliqué. Je pense que ça mérite une session entière. J'ai du mal à répondre à vos questions. Et à la première question, là, alors j'ai encore plus de mal à y répondre. Vraiment pas un spécialiste de l'ospermie. J'ai été fasciné par l'ensemble des topos, pratiquement, qui insistent sur le fait que la douleur post-opératoire, péropératoire, excusez-moi, conditionne la douleur chronique, dite post-opératoire. C'est assez, pour moi, c'est tout nouveau. Alors c'est vrai que, par exemple, on a complètement ignoré la douleur fœtale pendant très longtemps, ou la douleur des nouveau-nés, puis on s'est aperçu que c'était évidemment pas mal et plus complexe. Alors j'ai 2 questions. D'abord, est-ce qu'on connaît l'impact physiologique d'une éventuelle douleur péropératoire? Je ne parle pas de celle qui laisse un souvenir désagréable aux patients, mais est-ce qu'il y a une physiologie, une pathologie de la douleur péropératoire, premièrement? Et deuxièmement, est-ce qu'on connaît les mécanismes qui permettent de transférer une douleur péropératoire en un phénomène chronique et durable? Première partie de la réponse, c'est probablement pour toi. Oui, en fait, ce que l'on sait, c'est que en fait, ce qui est un élément qui va permettre de prédire, effectivement, c'est vraiment le périopératoire, c'est-à-dire le péropératoire avec probablement trop d'opioïdes, mal adaptés à la nociception et qui génèrent des états d'hyperalgésie. Mais je pense que M. Seri sera beaucoup plus compétent que moi pour en parler. Et puis, il y a une moins bonne, pas très bonne prise en charge de la douleur en post-opératoire immédiat. Et on sait que les patients qui ont eu mal dans les 48 heures qui suivent, il y a un pourcentage de douleur chronique qui va être plus important. C'est pour ça que je redisais, ne jetez pas le bébé avec l'eau du bain, il ne faut pas jeter les opioïdes complètement. Il faut simplement les utiliser au minimum. Et donc, tant ça commence effectivement, vous l'avez dit, en péropératoire, avec la kétamine, avec les corticoïdes, un certain nombre de moyens qu'on va mettre. Et puis maintenant, on est en train même de développer des modes d'anesthésie sans opioïdes. On n'en a pas parlé aujourd'hui, mais c'est un sujet actuellement qui excite un peu beaucoup les anesthésistes, avec l'idée toujours d'effectivement de limiter l'apport d'opioïdes au maximum, pour effectivement éviter les phénomènes d'hyperalgésie, de rebond de douleur qui elle-même peut faciliter... Mais comment et par quel biais? Est-ce que par exemple les algoneurodystrophies suivent un même mécanisme ou comment ça se passe? Ça c'est plus difficile parce qu'il y a l'application du système sympathique. Et pour répondre simplement de façon courte à votre question, oui, on sait très bien qu'il y a des modifications au niveau de la crâne postérieure, qu'il y a un abaissement des seuils de sensation et de perception, ce qui fait que ça explique l'alodie, tout stimulus qui est moins douloureux, qui est même simplement le fait de toucher, c'est donc la définition de l'allodynie, une douleur déclenchée par un stimulus non douloureux, bien il passe comme douleur. Et donc c'est imprégné en haut et ça redescend par les circuits inhibiteurs descendants. Et là, on peut très bien comprendre qu'il y a une inhibition qui est inférieure. Ça a été démontré tout ça. Je ne rentre pas trop dans le détail. Mais je pense que c'est aussi l'important. Ce qui est important, c'est de dire lequel va faire une douleur chronique, comme vous dites. Est-ce qu'on a les moyens de démontrer? Bien, c'est l'importance des troubles de la sensibilité, c'est une hyposthésie importante sur le site opératoire. C'est l'importance de l'hyperalgésie primaire dans le tissu lésé et secondaire autour. Plus c'est important en taille, en surface, plus importante
sont importants. Les troubles objectifs de la sensibilité, plus est important le risque de faire des douleurs chroniques. Il y a des inflammations, des phénomènes d'inflammation chronique tissulaire qui peuvent l'expliquer, ou est-ce que c'est une intégration? Non, c'est fini. Les phénomènes d'inflammation d'incision sont terminés. Il n'y a plus d'hyperalgésie primaire. Non, pas dans tous les cas. Mais en général, la cause, c'est un peu comme le sein fantôme. Le sein a été retiré. Et en général, il y a un intervalle libre. C'est ça qui fait la complication du diagnostic. L'intervalle libre entre l'ablation du sein et le déclenchement de la douleur peut être de plusieurs semaines, plusieurs mois, voire des années. Comme la radiothérapie ou la chimiothérapie dans les polyradiculopathies. Voilà, c'est ça. Et donc à ce moment-là, ça peut se déceler au cours d'un choc émotionnel de la vie, avec un abaissement des seuils de l'immunité, car on sait que les chocs émotionnels et les événements de vie vont faire baisser l'immunité et ressurgir. C'est l'affaire du zona et des douleurs post-césariennes. C'est des douleurs neuropathiques, mais elles ne sont pas chirurgicales. Mais c'est le même mécanisme à peu près.